Voilà, au sujet de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Donc, c'est une intervention, on va dire, en deux parties. Il y a une présentation par Cléotiste qui est en train de commencer son partage, très bien, du coup de cette convention et du rapport français. Et ensuite, on passera à une interview qu'on a enregistrée du rapporteur des Nations Unies de ce rapport français. Thibaut, si tu es prêt, il faut juste que je ferme la partie participant et puis je te laisse la parole. Donc, bonjour, donc, je suis Thibaut de Cléotis, donc je suis fondateur de l'association, membre et organisateur. Donc, je vais juste présenter le travail qui a été fait sur le rapport français pour la Convention de l'ONU, donc qui a duré longtemps, 2019 à 2021 à cause du Covid, mais voilà, j'aimerais plutôt qu'on insiste sur la façon dont ça a été élaboré, de façon à ce que les personnes un peu puissent se l'approprier, voir qu'elles peuvent aussi participer à ce type d'évaluation, et aussi sur les points principaux qui en fait ont été repris ensuite dans le rapport français. Alors juste nous, on est juste Cléotis, si on ne nous connaissait pas, moi, mais aussi Nicolas, et puis d'autres personnes sur Zoom et à Rennes, donc voilà. Nous sommes focalisés surtout sur les droits des personnes autistes et on essaie de construire la solidarité et l'entraide pour justement aller aussi dans les principes de la Convention de l'ONU et de notre père et danse. Voilà. Et donc, ce travail sur la CIDPH qui a produit le rapport français, nous avons voulu participer, bon, déjà on était assez jeunes, mais on a voulu y participer parce que disons que souvent notre expertise est dévalorisée et il faut savoir que dans ce comité d'évaluation qui auditionne la société civile, il n'y a pas non plus tant de personnes, d'associations de personnes concernées. C'est un petit cercle, on va dire, et donc les associations gestionnaires sont souvent représentées par une seule entité ou des satellites, donc il y a cette confusion qui peut continuer à être générée. Donc voilà, donc c'était surtout pour un peu porter notre voix et proposer aussi des constatations concrètes, ce que nous on rencontre. Déjà, sur qu'est-ce que c'est cette convention de l'ONU. Alors, elle peut se différencier notamment de la loi 2005, parce que les définitions ne sont pas les mêmes, notamment sur la définition du handicap, puisqu'on retrouve que le handicap c'est une interaction entre des incapacités et diverses barrières dans l'environnement. Donc là, on est plus sur une notion vraiment des droits humains. Et donc, la loi 2005 également ne se réfère qu'à un droit de la compensation et à la solidarité, ce qui n'est pas forcément très précis. Et donc, les droits fondamentaux, en tout cas, ils ne sont pas forcément très bien énoncés non plus dans la loi et pas non plus dans d'autres textes. Donc, la Convention de l'ONU, elle précise énormément de droits importants, comme les droits civiques, donc notamment le droit à la vie, le droit à l'exercice juridique, à la justice, ne pas être privé de liberté, ne pas être soumis à la torture, le droit de vivre dans la société avec la liberté de choix. Et donc, tout ceci s'applique à toutes les personnes concernées et il n'y a pas de critères spécifiques. Et justement, la Convention de l'ONU s'oppose à toute évaluation médicale qui induirait à dire qu'il faudrait moins de droits ou d'autres. Voilà. Donc, c'est déjà beaucoup plus précis. Et puis, on a effectivement beaucoup de droits sociaux, droits aux soins, à la santé, etc., donc, qui sont énoncés, clairement. Ensuite, donc, du coup,
Comment fonctionne l'évaluation? Donc, c'est un comité, donc c'est le comité des droits des personnes handicapées qui est au niveau international. C'est constitué d'experts qui sont régulièrement renouvelés. Et il y a énormément de personnes handicapées, évidemment, concernées dans ce comité, et aussi des experts juridiques. Et donc, les États, depuis qu'ils ont ratifié ces conventions, donc en 2010 pour la France, ils sont tenus de fournir des rapports réguliers pour, voilà, pour rendre compte de l'application de la convention. Donc, et ensuite, le comité, bien sûr, il ne va pas écouter uniquement l'État, il va s'appuyer sur la société civile, non gouvernementale, pour nourrir son ambition, et surtout, il accorde énormément d'importance à ce que les associations peuvent dire. Et donc, chacun peut participer à cette audition, encore faut être au courant, mais on peut rejoindre le réseau donc, qui est surtout coordonné par le Forum européen des personnes handicapées. Ça, c'est un moyen aussi d'agir. Et le Forum européen des personnes handicapées peut aider à former les personnes pour aider, et l'aide aussi en termes matériels pour pouvoir fournir des rapports. Donc voilà. Et puis, donc nous, le temps d'évaluation, on avait commencé en 2019, donc il y avait déjà une première demande d'audition pour auditionner, pour fournir en fait des questions pour que la France fournisse un rapport d'étape, et suite à son premier rapport. Et puis ensuite, il y a eu la préparation de l'évaluation et du rapport français, qui, elle, a abouti à plusieurs rencontres de préparation, de la rédaction du rapport, puis bien sûr, avec plusieurs réunions. Effectivement, ça a été un travail collectif, puisque de toute façon, dans ce rapport, voilà, il produit aussi la plupart des remarques des associations. Donc, il y a évidemment une façon gestionnaire, et puis surtout beaucoup d'associations non gestionnaires, en faisant partie. Et donc, il y a eu un travail vraiment collectif avec toutes ces associations, de façon à ce que nos constats soient amplifiés, et que les remarques sur la situation du handicap en France pour le comité de la CEDPH soient prises en compte. Voilà, et c'est souvent mieux vu c'est mis en avant de toute façon par le comité, puisque évidemment il veut que ça soit collectif et que ça soit pris en compte la situation, donc, pour que ça soit plus efficace. Et nous, de notre côté, du coup, puisqu'en fait, ces points-là ont été pas mal repris dans le rapport français, mais parce qu'on avait voulu vraiment insister sur Marina ou d'autres, d'insister sur des points qui sont rarement soulevés par les associations principales gestionnaires, forcément, puisque ce sont des points qui sont fondamentaux et qui conditionnent tous les autres articles. Parce que là, je ne vais pas faire une énumération d'articles, mais voilà, il y a 3 articles fondamentaux qui conditionnent tous les autres. C'est la tutelle, évidemment, c'est l'article 12, la capacité juridique. Sans capacité juridique, c'est difficile de faire ses propres choix. Et puis, ensuite, le choix de vivre, donc, qui est les services et l'assistance nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce choix, eh bien, c'est l'article 19. Donc, c'est pour ça ces 2 articles fondamentaux qui sont un peu l'esprit de la Convention. Et puis après, on a voulu aussi parler de la justice, parce que là, on parlait de la justice tout à l'heure, voilà, il y a des moyens aussi, on ne peut pas trop se défendre. Donc, c'était important de soulever ce point. Voilà. Et puis après, on a rajouté des points importants qui ont également été repris pour nous. Mais sinon, voilà. Après, il y a eu plusieurs réunions avec un travail sur la question, la participation à la formation du Forum européen. Et puis, au final, l'évaluation qui a été retardée à 2021, c'était en août. Une fois qu'on a formé ce rapport, on a eu une préliminaire discussion pour pouvoir l'améliorer. Et là, il y a eu des réunions avec les gestionnaires. Et là, on voyait qu'il y avait des conflits et des tensions, hein, parce que les personnes, comme on a commencé à pouvoir un peu critiquer le fait que les gestionnaires étaient présents
et souvent les seuls avant qu'on arrive. Et donc, voilà, c'était un premier point sur le conflit d'intérêts qui a été soulevé tout à l'heure. Donc, on avait voulu soulever ce mélange des genres qui rentre en conflit direct avec les principes des valeurs de la Convention. Et après, voilà, ça a été. C'est pour ça qu'on a mis dans le rapport la question de l'article 1 de la loi 2005. Ensuite, il y a eu d'autres rencontres où, là, en privé, qui permettaient d'un peu de préciser, on a voulu parler des questions d'habitat inclusif, de justice et de l'institutionnalisation. Voilà, donc déjà, le rapport français, on apprend des choses, puisque déjà la France a fait son propre rapport pour, suite à l'audition, pour la première audition. Donc là, on avait bien vu qu'il y avait 700 000 personnes handicapées sous les mesures de tutelle, principalement, et qu'il y avait 300 000 personnes accompagnées dans le système médico-social, très précis, mais en tout cas tout compris, et que les institutions étaient surtout des grandes institutions. Voilà. La France a défendu son bilan dans ce rapport aussi, elle a repris après, hein, mais sur les habitats inclusifs, les entités d'inclusion, et les réformes d'éducation, l'école inclusive. Voilà, et puis qu'il y avait dans ce rapport, par contre, on mentionne pas les hôpitaux. Et pour nous, c'est aussi un point important, qu'il y a autant de personnes quasiment dans les hôpitaux pour handicapés, surtout psychiatriques. Donc, c'était pas mentionné non plus. Mais donc, on avait ressorti ce point également dans l'audition. Et donc, sur l'ensemble, bien que les comités, les institutions sont gérées par les associations de parents gestionnaires en majorité, et que ce sont traités comme des organisations de personnes handicapées dans la loi, donc c'est l'article 1, la loi 2005, qu'il n'y a pas vraiment de terme spécifique non plus pour les personnes handicapées. Donc, en fait, pour se défendre, c'est compliqué, parce que justement, dans la loi, il n'y a pas cette distinction. C'est aussi le cas pour les comités d'usagers, les hôpitaux psychiatriques, etc. Voilà, et donc beaucoup, même les comités d'expertise, on a mis le nez dans la haute autorité de santé, c'est aussi dirigé par des institutions, donc c'est un peu compliqué aussi d'avoir des recommandations, puisque ça veut dire que les professionnels qui pratiquent ces recommandations vont être dans les recommandations, alors que ça devrait être indépendant avec une évaluation de la recherche. Voilà. Et donc, la tutelle, la fausse réforme de 2019, puisque le droit de vote et le mariage, c'est bien, mais ça dépend essentiellement si on a un accompagnement pour le faire et que si on dépend de l'institution pour voter. Ça va dépendre de chaque éducateur. Et surtout que c'est une réforme qui ne répond pas à l'attente de la Convention de l'ONU, qui est la décision assistée, et donc la capacité juridique, où on puisse avoir justement un système qui puisse choisir. Tout à l'heure, on a parlé de formulation, c'est plutôt ça que l'article 12 vise, en fait. L'accès à la justice, parce que nous, on traite des affaires de personnes qui sont en institution, mais qui ne peuvent pas se plaindre, donc il n'y a pas d'accès à la justice. Et en général, les juges ne vont pas non plus écouter les personnes concernées. Ensuite, la désinstitutionnalisation, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de plan. Mais c'est pas, voilà, on a repris les questions de PCH et d'assistance personnelle. Donc, ce rapport, voilà, vous pouvez le lire en ligne. Il a été traduit en français depuis quelques mois. Mais du coup, il a repris en fait la plupart de ce travail, donc il y a vraiment une écoute du comité sur ces enjeux, et donc il y a une possibilité vraiment d'agir de l'extérieur. Il a dit qu'il a abordé l'article 1, puisque le jeune instruction a dit que la loi française a induit des conflits d'intérêts et laissé la politique du handicap décidée par les gestionnaires de l'institution. Donc c'était cela qui a été souligné dans plusieurs de nos rapports. Ensuite, le rapport montre que la législation française n'est pas conforme à la Convention de l'ONU,
puisque en fait, elle n'a pas vraiment été transposée. Le droit n'a pas été inscrit, et donc toute la conception du handicap un peu à côté de la plaque. Elle ne conçoit pas comme quelque chose relatif au droit humain. Le modèle du handicap a également été dénoncé, donc, puisque voilà, l'évaluation médicale dans le rapport est vraiment dénoncée et que ce n'est pas une évaluation médicale qui va déterminer nos besoins. La reprise de l'habitat inclusif et des institutions, parce qu'en fait, il n'y a même pas de politique de désinstitutionnalisation. D'autres pays pourraient le faire en disant on met tout le monde dans les habitats, mais en fait, ce n'est même pas une politique dans le sens de la réduction de l'institution. Et après, et puis voilà, les autres, tout ce qui est ESAT, l'atelier protégé, ça ne fait pas partie non plus de la Convention de l'ONU, ça a été rappelé. Les thérapies non consenties, ou encore le système des classes spécialisées. Puisque ce n'est pas la norme qu'on a aujourd'hui. Enfin, il y a d'autres modèles qui existent. Donc, en gros, ce rapport, il n'a pas intégré. On voit que la France n'a pas intégré l'approche du handicap, et c'est surtout ça actuellement le problème, que tant qu'il n'y aura pas cette approche, on avancera difficilement. Les solutions proposées seront toujours les mêmes. Mais en tout cas, la majorité de notre travail et des associations ont été repris sur les points les plus importants qui font que la Convention de l'ONU peut être viable. Et donc, l'intérêt de l'apport de la société civile, c'est surtout d'apporter des analyses de terrain et de hiérarchiser les priorités qui vont correspondre à notre contexte. Donc, voilà, ces points sont importants. Et c'est vraiment la capacité juridique, on va en parler après, ou l'accès à la vie autonome ou l'accès à la justice qui vont plutôt être importants pour la mise en œuvre de l'ensemble de la Convention. Et donc, voilà, si vous souhaitez participer, c'est intéressant de se renseigner sur l'ONU ou à MyEDF parce que vous pouvez être intégré à cette évaluation. Et souvent, il y a aussi beaucoup d'auditions en parallèle sur les politiques à faire et des solutions concrètes. Voilà. Merci Thibault. Du coup, sauf s'il y a des questions urgentes, mais l'idée c'était de passer l'interview qu'on a filmée, qu'on a enregistrée, je veux dire, de Jonas Ruskus, du coup le rapporteur qui a chapeauté ce rapport dont tu nous as parlé. Il va évoquer voilà, son avis et puis les perspectives et leur travail, etc. Et peut-être voilà, plutôt après les questions, sauf si vraiment c'est urgent, mais on fait comme ça. Je lance la vidéo. Et là, tout en haut. Merci. Tout en haut. Celui-là de côté, là, non? Non, à droite, mais c'est juste à droite. À gauche. À droite. Et tout à droite. Ah oui, d'accord. Tu vas repartager, c'est le pouvoir.
Bonjour, du coup, on reçoit Jonas Quiscus. Je ne sais pas si je prononce bien, mais Oui. oui, ça va. Bon, vous êtes membre du comité, donc en anglais on dit CRPD et en français CDPH pour la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Donc on avait des questions à vous poser, entre autres sur ce rôle du comité et votre travail. Donc l'été dernier, vous avez auditionné la France pour son application de la CDPH. Il s'en est suivi un rapport. Et du coup, vous pouvez nous expliquer un peu comment vous travaillez au comité avec vos collègues. Vous êtes assez nombreux. Et voilà, si vous pouvez nous expliquer un peu ça. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, excusez-moi pour mon français. Vous savez, depuis 25 ans, j'ai quitté la France il y a 25 ans et mon français, je n'utilise pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup de pratique française, donc c'est vrai que pas toujours facile m'expliquer en français, mais on va faire le mieux possible. Alors là, qu'est-ce qu'on fait le comité? Le comité a établi après l'adoption de la convention et on est 18 experts choisis, non pas choisis, mais c'est-à-dire élus par l'Assemblée générale de l'ONU. Et puis 18, on représente, on devrait représenter, on représente toutes les régions du monde. Et pour l'Europe, actuellement, nous sommes deux, et mon collègue de Suisse et puis moi. Et sinon, il y a des membres du Mexique, d'Australie et d'autres parts du monde. Et là, on travaille sur les rapports que les États partis de la Convention font au comité. Et on fait l'examen d'implémentation, de mise en œuvre de la Convention dans chaque pays. Et là, comment on travaille, c'est-à-dire qu'on reçoit les rapports de la part des États, du gouvernement, et puis on travaille beaucoup aussi, on reçoit aussi les rapports par des associations, par les organisations des personnes handicapées, des organisations qui représentent les personnes handicapées. Et là, on travaille surtout sur la base des rapports et, que le comité reçoit. Et souvent, toujours, il y a un rapporteur pour le pays qui travaille surtout qui prépare je ne sais pas comment dire en français, le brouillon, le draft, Ouais, le brouillon. le brouillon des recommandations. Et puis, il y a beaucoup de discussions au sein du comité. Et quand on arrive, voilà, c'est-à-dire que on fait un travail, c'est-à-dire de cross-validation des rapports, c'est-à-dire on regarde les rapports officiels et on regarde les rapports, on écoute les personnes handicapées, surtout leur expérience de vie. On entend leurs propositions, leurs critiques, on demande comment les organisations des personnes handicapées, comment ils perçoivent la mise en œuvre de la convention, on reçoit leurs critiques. Et ça, c'est le travail principal, c'est-à-dire que on essaie d'identifier les points les plus importants pour le pays, pour chaque pays. C'est vrai on étudie, on fait l'examen de mise en œuvre de 33 articles de la Convention. C'est vrai que le standard pour tout le pays est le même, mais parfois on voit quand même les particularités de chaque pays c'est ça notre travail. Actuellement, par exemple, je suis le rapporteur depuis pour le Japon. Et c'est vrai que ça aussi, je travaille, ce qu'on fait, on essaie toujours qu'il y ait un membre du comité qui est le rapporteur, qui soit de la région. Et là, pour le Japon, nous sommes deux avec mon collègue de Corée du Sud.
Voilà, donc c'est un peu ça. Mais c'est vrai que je veux souligner que les rapports alternatifs, ce qu'on appelle les rapports alternatifs qui sont soumis soit toujours, ça devrait s'aboutir toujours à un rapport par écrit. C'est vraiment une source d'information absolument nécessaire pour le comité. Merci, oui. Du coup, nos associations qui organisons cette conférence, on avait pour certaines envoyé des textes et puis on avait aussi participé à l'audition parce que du coup, à la suite des échanges du rapport, il y a aussi des questions qui sont posées au gouvernement. En tout cas, on avait vu ça au niveau de la France. Il y avait eu des questions qui étaient posées par le comité et le gouvernement français avait répondu. Et après, il y a l'audition. Donc, l'audition, c'est de manière périodique. C'est tous les combien de temps environ, vous savez ou... C'est normalement tous les 5 ans. D'accord. Mais c'est vrai qu'à cause de la pandémie, Ouais. COVID-19, et puis donc on a eu seulement, on a des grands retards maintenant. D'accord. Des retards très importants. Et vous savez, la France, elle était un pays de 3 pays qui a été examiné, le rapport de France. Donc, seulement 3 pays ont été examinés pendant la période de 2 ans. Normalement, une session ou par an, on examine 14, 13 ou 15 Oui. rapports. Et là, du coup, Mm. on a vraiment des retards très, très, très importants. Mm. OK. En tout cas, nous, ça nous permet aussi de voir ce que le gouvernement français répond vis-à-vis de cette convention. Et en tant que militant, on n'est que choqué par le fait que le gouvernement français, l'État français n'applique pas et ne va pas forcément, selon nous, on ne va pas dans le bon sens pour appliquer cette convention des Nations Unies. Voilà, peut-être vous pouvez nous dire un petit peu par rapport à d'autres pays, par rapport au Japon que vous voyez actuellement. Est-ce que vous vous souvenez si la France, on est comment par rapport au reste des pays que vous examinez? Est-ce qu'il y a une particularité française? Est-ce qu'il y a un retard? Est-ce que... Oui, comment dire, tous les pays, on ne peut pas vraiment faire la comparaison. Ouais, C'est pas la vitesse, le développement, comment chaque pays fait. C'est vrai que maintenant, j'étais le rapporteur pour peut-être une dizaine de pays. Et par exemple, c'était très intéressant pour Espagne aussi. Et là, on peut voir un peu quand même, on peut faire pas une comparaison, mais avec Espagne. Le rapport d'Espagne, si je rappelle bien, il a été examiné en 2018. Oui, c'est-à-dire que dans chaque pays, il y a le modèle de handicap basé sur les droits de l'homme n'est pas vraiment compris. mm, Que vraiment, je pourrais dire que dans tous les pays, dans pour tous les pays, le modèle qu'on appelle le modèle médical ou le modèle charitable, il est pertinent, il existe dans tous les pays. Mais c'est vrai, dans un pays, certains pays, il évolue, quand même, il progresse plus vite, d'autres pays moins. C'est vrai que quand même, je vois une grande différence entre Espagne et France. Pour moi, Espagne, elle progresse très vite. Elle va dans le bon sens. Il y a beaucoup de problèmes là-bas, surtout en ce qui concerne les droits des femmes avec un handicap. Il y a beaucoup de violence là, sur la base de genre, sur la base de... Oui, mais c'est-à-dire que pour
pour moi, quelle est la plus grande différence avec l'Espagne, la France et l'Espagne? C'est que en Espagne, il y a une très forte une organisation, comment on appelle ça, umbrella organisation, qui est très très forte en Espagne, CERMI, elle s'appelle CERMI, et il travaille très très bien, comme il y a une unité entre des organisations, entre des associations des personnes handicapées, et cette organisation comme dire, umbrella, je ne sais pas comment dire en français, c'est-à-dire que c'est une organisation qui réunit d'autres associations. Et vous savez, ils savent très bien tous les dispositifs de la Convention. Il est très conscient du modèle de handicap basé sur les droits de l'homme. Ils ont un très bon dialogue avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une unité, c'est-à-dire qu'il y a une vision, je dirais, où le travail ensemble. Il y a un observatoire qui a été créé en Espagne voilà, sur cette base de coopération entre CERMI, organisation des personnes, association des personnes handicapées, avec le gouvernement. Il y a vraiment des pas qui ont été faits par le gouvernement là, qui va dans une bonne direction. Pour la France, je vois la France qui est très paternaliste, très, très, très fortement paternaliste. Et je ne sais pas si je pourrais dire comme c'est un problème ou comment dire, mais c'est-à-dire qu'il y a la loi de 2005 et le gouvernement se croit toujours que cette loi, c'est mon jugement subjectif. Je pourrais dire que ce qu'on a vu dans le dialogue, ce que vous avez observé aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette foi, je pourrais dire la foi, que cette loi, elle est très bien, on utilise les mots comme d'égalité, les droits, c'est-à-dire on joue avec ça. Il y a comme si je voyais une certaine autosuffisance par le gouvernement. C'est comme si cette approche paternaliste, il soit bon en soi-même. Et donc, du coup, ça crée une politique abléiste très forte. Et ce que j'ai perçu, j'ai perçu en France, que c'est vrai que les décisions ou les dialogues du gouvernement le dialogue s'est fait surtout avec les représentants des représentants des institutions, mais pas des représentations des personnes handicapées. Pour moi, c'est quelque chose très spécifique pour la France. Et c'est un des plus grandes barrières qui est dans le barrière de progrès. C'est-à-dire que toujours, donc, bien sûr, les personnes valides qui parlent au nom des personnes handicapées, mais ces personnes valides ne sont pas seulement, c'est pas seulement ça le problème. Le problème que sont les dirigeants des associations qui gèrent ce processus et qui font le dialogue avec le gouvernement. C'est ça qui fait la très grande différence avec l'Espagne, où vraiment le CERMI, c'est une très bonne organisation et je vous conseille beaucoup de consulter avec eux comment ils le font. Et c'est vrai que ça, du coup, ça crée d'autres problèmes que cette autosuffisance, je pourrais dire, du gouvernement français qui joue toujours les mots d'égalité, les mots-clés de la loi de 2005, qui n'a pas bougé du tout après la ratification de la Convention. Du coup, cette autosuffisance ne permet pas, et l'autosuffisance et puis le dialogue avec non-handicapés ou non pas seulement non-handicapés, c'est pas seulement ça. Les personnes handicapées peuvent être aussi pas nécessairement être je peux dire le mot,
Mais c'est-à-dire qui représente les personnes handicapées? C'est ça la question. Voilà, c'est ça les choses qui sont un peu particulières pour la France. D'accord. Oui, c'est quelque chose qu'on remarque et qu'on savait, mais c'est vrai que c'est très parlant de vous l'entendre le dire. Et voilà. Et il faut qu'on travaille plus à regrouper peut-être ou à travailler ensemble entre associations de personnes handicapées non gestionnaires d'institutions. Pour l'instant, on est petit, on est plusieurs et c'est un peu... On n'a pas le rapport poids. de force qui est pas... Il y en a pas. Ouais. Il y a une chose que je voudrais rajouter encore, et je crois que ça va changer. Parce que je vois ça dans mon pays, mais bon, dans d'autres pays aussi, c'est la conscience que les personnes handicapées elles-mêmes ont sur la convention. J'ai rencontré les personnes en France, j'étais en France quelquefois là, il y a quelques ans. Ils ne savaient pas les conventions, ils ne savaient pas que cette chose existe, mais ils ne savaient pas du tout en quoi la convention peut, quel rôle la convention peut avoir pour leur vie et pour leur pays. Donc, c'est-à-dire, ça m'a tenu beaucoup parce que, mais je sais qu'après, c'est un peu dans tous les pays, après que la convention ou le rapport du pays est considéré dans le comité de l'ONU, là, du coup, la conscience monte beaucoup dans le pays. La conscience de leurs droits, des droits des personnes handicapées monte beaucoup après c'est après le premier examen du rapport dans le comité. Donc, je crois beaucoup que ça va faire bouger les choses en France également. On espère, c'est aussi l'objet de notre conférence pour faire conscience de toutes ces possibilités qu'offre entre autres la vie autonome et voilà. Et moi j'avais une question un petit peu annexe, mais à l'ONU il y a aussi un rapporteur spécial de la Convention qui est déjà venu, enfin c'était la précédente rapporteuse, elle était venue faire une visite de la France, voilà, et elle avait fait aussi un rapport à ce moment-là. Vous travaillez du coup avec le rapporteur, il vous apporte les conclusions de ces visites, enfin je sais pas. Je me demandais comment ça s'articule. Oui, c'est-à-dire on n'est pas les mêmes organismes. On a des fondements très différents et le rôle est très différent. Elle travaille maintenant, Gerald Quinn, qui est le rapporteur. C'est-à-dire qu'il y a... Mais c'est pas qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire nos fonctions sont différentes. Hein. Et ces organismes à l'ONU, les organismes, par exemple, les organismes des droits humains, par exemple, les autres comités qui sont le comité des droits des femmes ou d'enfants ou les autres, on est très autonome. Et même on est très autonome, mais on utilise bien sûr les rapports un de l'autre. Parce que comme vous avez vu, même dans les conclusions, dans les observations finales, j'ai référé là, j'ai fait la référence au rapport de rapporteur parce que c'est vrai que on croise, on utilise l'information que un et l'autre. Et c'est pareil avec tous les autres organes des droits de l'homme à l'ONU, c'est-à-dire qu'on va lire bien sûr les rapports précédents mais c'est-à-dire qu'on ne travaille pas ensemble, mais c'est-à-dire qu'on partage l'information, on communique ensemble et on invite toujours le rapporteur pour les droits des personnes handicapées dans les sessions pour parler avec nous. On fait ça chaque session. On essaie de faire ça, on n'arrive pas toujours peut-être. C'est-à-dire qu'on se complète each other, chacun, mais on ne travaille pas ensemble, on se complète. Très bien. En tout cas, nous,
je pense qu'on apprend aussi à travailler avec vous, avec le comité, avec des fois il y a des propositions, là il y a une proposition au sujet de la désinstitutionnalisation. Donc voilà, c'est aussi important qu'on comprenne un peu mieux votre travail et puis à communiquer ensemble et nous à nous organiser mieux pour mieux défendre cette convention et nos droits. Je ne sais pas, Laurence, si tu avais une autre question ou non. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Oh oui, euh, c'est vrai qu'il faut comprendre que la convention, c'est une obligation que l'État parti, que la France, dans ce cas, elle a pris, c'est une obligation par l'État. C'est-à-dire que c'est le rôle de l'État et la responsabilité de l'État d'intégrer les dispositifs, les valeurs et l'approche d'un handicap intégrés dans les lois, dans les politiques, dans la pratique, dans le pays. Et pour moi, c'est vrai que c'est une obligation et même c'est une obligation obligatoire, non, obligation, c'est-à-dire c'est un engagement obligatoire, c'est juridique, hein, donc c'est contraignant, contraignant, oui, c'est ça. Et c'est-à-dire que vous, les organisations, les associations, pour moi, c'est ce que je vois dans d'autres pays, c'est aussi, vous devez, les observations que nous avons faites, ça permet d'avoir une vision très claire vers où aller, parce que parfois, la convention peut apparaître un peu not obscure, mais pas très claire. C'est comme si, bon, voilà, les gouvernements souvent ils croient que si dans le, par exemple, on appelle la loi comme la vôtre, comme la France 2005, qui s'appelle égalité de chances. Du coup, on a l'égalité de chances. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension, manipulation des mots. Mais là, ce que j'ai essayé de mettre dans les recommandations pour France, c'est-à-dire que pour comprendre mieux ce que ça veut dire le modèle de handicap basé sur les droits de l'homme, parce que vous savez, ce qui est très clair, que la Convention ne crée pas les droits spécifiques pour les personnes handicapées. C'est toujours les mêmes droits comme pour tout le monde. Donc ça, c'est important que quand vous revendiquez vos droits en France, dans quel pays, quand on revendique nos droits, c'est-à-dire ce n'est pas les droits qui sont spécifiques et qu'on demande les droits spécifiques. C'est toujours par rapport à l'égalité, mais c'est toujours par rapport à la liberté. Ici, vous avez mentionné, Mathilde, la vie autonome, c'est-à-dire de décider pour soi-même et que pas les autres qui décident. Ça, c'est absolument important. Moi, j'étais un peu choqué par le niveau d'institutionnalisation en France. Je n'espérais pas du tout à ça. Les établissements médico-sociaux, comment ça s'appelle, et même ça, c'est vraiment, ils considéraient en France comme normal, qu'en fait, c'est pas normal. Ça devrait être déjà compris, devrait être transmis très clairement que c'est pas normal, c'est vraiment une forme très structurelle de discrimination. Donc voilà, c'est aussi le modèle, c'est que je voulais aussi transmettre, le comité voulait transmettre par les recommandations pour la France, c'est que sur reconnaissance du handicap, c'est-à-dire, c'est pourquoi vous allez trouver, vous savez, c'est la première, la première observation du comité. Si vous avez lu d'autres observations, par exemple, vous allez trouver beaucoup autisme, vous allez trouver beaucoup handicap intellectuel, psychosocial, mais ça vous allez trouver. Mais c'est pour la première fois qu'il y a autant autisme. Et c'est-à-dire que je voulais surtout souligner les différentes identités, c'est-à-dire, et ça va vers la reconnaissance du handicap
comme la partie de la communauté humaine, vous allez trouver ça, les principes de modèle de handicap, modèle de handicap basé sur le droit de l'homme, surtout dans l'article 3. Ça, c'est absolument important de comprendre que, voilà, si vous allez trouver l'autonomie, le droit de faire son propre choix, et puis ça va avec la reconnaissance d'identité des personnes avec un handicap, y compris les identités croisées. Donc vous allez ça aussi trouver dans les observations. Je crois que c'est pas seulement souvent par les personnes souvent par les personnes qui ne sont pas handicapées ou par le gouvernement, le mot accessibilité il apparaît quelque chose de magique. Mais c'est vraiment pas seulement, on ne parle pas seulement accessibilité. Accessibilité, c'est un article parmi d'autres. Donc, accessibilité, c'est crucial, c'est absolument important, mais ce n'est pas seulement ça. Donc, c'est bien de distinguer un peu les modèles sociaux et les modèles de droits de l'homme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je crois que, voilà, surtout en France, quand je reçois les feedbacks de France, les gens continuent d'utiliser, de dire que voilà, la convention, c'est le modèle social. Non. Oui, c'est y compris, mais la convention va plus loin, c'est-à-dire la reconnaissance d'identité, la reconnaissance diversité, la reconnaissance de droit la reconnaissance de droit avoir autonomie, le droit à l'autonomie, et pas que les autres décident pour nous, mais que la personne avec un handicap, quel que soit son handicap, elle a le droit à prendre son choix, et pas le choix de vivre dans l'exclusion, c'est-à-dire vivre dans... Ce n'est pas le modèle de droit de l'homme, choisir vivre dans institution. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire on choisit, c'est-à-dire le choix, c'est toujours avec l'égalité, prendre une décision, mais c'est-à-dire le choix de vivre à pied égal avec tout le monde. Ça, c'est important. Et pas dans l'institution, par exemple. Quelle que soit cette institution. Il y a des belles institutions, mais ce n'est pas par rapport à des belles institutions qui soient... bon, voilà, il y a beaucoup de choses encore. Mais je crois que vous avez beaucoup de choses à discuter dans votre Dans le pays, on a beaucoup de choses, oui. Oui. Mais ça nous aide beaucoup d'avoir votre parole pour appuyer justement l'argument. Vous savez, il y a certains suivis. Il y a certains suivis. L'État il est obligé de se mettre un rapport après 2 ans ou après un an, je ne me rappelle plus. Et c'est vrai que les organisations des personnes handicapées peuvent aussi se mettre leur rapport alternatif, mais c'est vrai que je crains que le comité sera je crains qu'il n'y aura pas vraiment possibilité pour le comité de faire une évaluation intermédiaire, je voulais dire. Mais c'est un peu ça, c'est utiliser le comité comme comme un référentiel, c'est-à-dire voilà, surtout les observations que nous avons fait, mais c'est aussi ce que moi j'étais aussi assez étonné qu'il n'y a pas des rapports, des plaintes, comment dire en français, des plaintes individuelles, des communications individuelles. Ça, c'est un travail à faire. C'est comme ce que je perçois que les choses au niveau juridique bougent quand il y a les plaintes individuelles. Et ça aide beaucoup. Il n'y a pas, je ne rappelle pas pendant mes 8 ans que je suis en communauté, je ne rappelle pas des plaintes individuelles qui viennent de France. C'est pas un bon signe, je voudrais dire. Et donc, il y a deux. Notre mandat est surtout travailler sur les rapports officiels de l'État et avec le rapport alternatif, mais pour tout l'État parti, et autres, donc les communications individuelles.
Moi, j'encourage beaucoup vous étudier les possibilités, comment les faire. Mais c'est vrai que toutes les possibilités nationaux doivent être épuisées avant. Donc, Oui. donc, il faut passer Oui, ça, il faut passer tous les niveaux, bon, pas tous les niveaux, c'est-à-dire quand vous considérez qu'il n'y a plus des organismes qui peuvent vous aider ou qui vous aident dans le pays, là, je vous encourage beaucoup à travailler sur ce niveau-là. Ok. Par la justice et voilà. Oui, quand Voilà. tout Justement, est justement. épuisé, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour Merci beaucoup. ce temps C'est un et plaisir de vous voir. ces informations. On va vous voir normalement peut-être à la Freedom Drive Oui, si vous venez à Bruxelles. en septembre à Bruxelles. Je ne sais pas, j'ai répondu déjà que je ne suis pas sûr parce que Ok. vous savez, je suis rapporteur pour Japon. On termine notre session au début septembre et puis je vais au Japon. Je suis invité par association là-bas. Donc, je ne suis pas sûr si je serai à Bruxelles. Voilà, peut-être alors. Ok. Merci beaucoup. Espérons bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je reprends la parole, mais peut-être Thibaut Cornelou qui veut redire quelque chose ou pas. Ah non, mais Est-ce qu'il y a des questions? Ça nous ouvre, en tout cas, moi je trouve pas mal de pistes, en tout cas pour les militants français, voilà, d'aller voir ce qui se passe en Espagne, puisque ils y arrivent un petit peu mieux que nous, d'aller travailler à des recours en justice qui pourraient aboutir jusqu'au comité. Voilà, pas trop de questions, tout le monde est assommé. On va refaire une petite pause et puis on entamera la dernière partie sur les capacités juridiques et les microbes. À tout de suite. Ah oui, alors il y a une question, excusez-moi. Donc, allez-y, Pierre. Oui, alors j'ai une question pour Thibaut en particulier. Ça concerne la prochaine évaluation qu'il a présentée dans sa dernière page, l'évaluation de la CIDPH. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais il semble que cette fois-ci, il y a la possibilité de participer pour tous ceux qui veulent. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et dans ce cas-là, comment ça va se passer et quelles sont les conditions pour pouvoir participer à cette évaluation? Comment ça va se passer? alors ça a toujours été le cas, c'est juste qu'on n'est pas forcément au courant, il faut être introduit. Donc je disais juste que maintenant qu'on sait, voilà, on peut y aller, c'est libre, mais ça a toujours été le cas. Et après, je ne sais pas quand ça sera exactement, mais si c'est 2028, ça devrait être en 2027, 2026. Donc le but, c'est simplement de se déclarer, voilà, tu peux aller voir les associations existantes, comme nous, et après, on peut rentrer les associations. Il faut être une association, c'est tout. Voilà. Et on peut te mettre dans la boucle, quoi. Ok, donc là, il n'y a pas plus d'informations précises. C'est tout ce qu'il y a. Il faut aller sur le site, sinon, voilà, de l'ONU, et regarder. Mais sinon, on peut t'introduire. Ouais, il n'y a pas plus à faire. Ok, merci. En fait, c'est très, très, très ouvert. Je crois même qu'on n'a pas besoin d'une organisation, un collectif informel peut très bien participer. C'est vraiment, ils attendent le maximum de contributions de personnes concernées. Donc, Donc, ça veut dire que je peux participer en tant qu'individu, mais à condition de faire partie des concernés du handicap tout inclus, quoi.
vu que les associations gestionnaires ne se gênent pas pour le faire, le côté concerné par les handicaps, voilà. C'est à partir du moment où on a quelque chose à dire sur ces DPH et l'application en France, je pense qu'ils prennent tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Ok, merci. Et même entre les rapports, c'est un comité avec lequel on peut rester en contact, Oui. on peut interroger, qu'on peut solliciter. Là, du coup, on a sollicité Jonas pour une interview. Ça peut être totalement pour d'autres choses, pour de l'aide, pour une interprétation, etc. Ça reste des gens qu'on ne sollicite pas assez. Après, ils sont un peu débordés, hein, mais leur rôle aussi, c'est de répondre entre les rapports, entre les choses, aux demandes des personnes au sujet de la CDPH. Merci beaucoup.